Salut Anne, merci de me recevoir à nouveau pour cette édition 2011. J'espère que cette interview deviendra une habitude et qu'on en fera une chaque année. Moi aussi. Alors ma première question est classique et traditionnelle. Quelles sont les caractéristiques de l'édition 2011 de It's Learning par rapport à l'an dernier par exemple? Oui, il y a quelques différences. D'abord, on a changé de lieu. Ça, c'est la première chose. Nous sommes passés du Palais des Congrès à Port-Maillot à l'espace Champéret, qui nous change un petit peu le visiteur aussi. Des grands thèmes cette année sont le mobile learning, le social learning et les jeux sérieux. Ça, on le voit de plus en plus. Et dans le programme des conférences, on voit plus en plus de temps dédié à ces trois sujets. Je crois qu'on va avoir une conversation avec Donald tout à l'heure sur le social learning. Oui. Now, what about mobile learning? J'ai aussi eu une conversation avec Donald là-dessus, et lui et moi, on est d'accord sur une chose, sur tous ces termes un peu nouveaux, modernes, à la tendance, dernier cri. Peut-être le terme le plus sérieux et la technologie le plus sûre de rester, c'est le mobile learning. Et c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que d'abord, il y a une attente chez l'utilisateur. Quand on se promène dans les rues de Paris, on voit tout le temps les gens avec un portable en train de se renseigner ou échanger. Et c'est un outil vraiment pervasif qui est tout le temps. Donc l'attente est là. Deuxièmement, les logiciels et les plateformes sont effectivement bien adaptés et ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose de non fiable, c'est quelque chose de fiable, ça marche. Et les opérateurs sont là avec les réseaux. Et le mobile learning, pour moi, c'est là pour durer. Ça va durer. La seule chose que nous, les professionnels, doivent faire, c'est très attention au format et aux tailles des objets ou des informations qu'on met sur un tel outil. Il faut qu'on s'adapte à la taille de l'écran, mais aussi à le fait que c'est vraiment du nano-learning, c'est des tout petits bouts. Et peut-être le mot learning va nous confondre. C'est juste les échanges d'informations, c'est quelqu'un qui se référencie, qui cherche une information, une connaissance, de tout petits bouts. C'est peut-être pas du learning exactement. C'est du micro-learning. Voilà, c'est du micro-learning et c'est un soutien à la performance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous avez par exemple les vendeurs ou des conseillers de votre entreprise, vous êtes dans la pharmacie par exemple, ils peuvent chercher des informations pour enseigner un client très spécifique sur de nouveaux produits, sur une formule chimique, etc., etc. Donc ça peut vraiment augmenter la performance de votre force de travail qui est dans le champ. De les donner des informations absolument fraîches, nouveaux, pertinents, qu'ils n'auraient pas eu dans les technologies d'antan. Classique. Voilà. Serious Game. Ça coûte de l'argent, le Serious Game, c'est très cher. Oh là là, oui. Ça vaut le coup? Oui. Ça dépend, donc on travaille et pourquoi on veut un serious game. Effectivement, j'ai travaillé un peu avec des gens qui sont dans le manufacturing très précis en Suisse. Et pour la formation de ce type de processus, je trouve que le serious game peut vraiment faire une différence, de faire des simulations, des situations qu'on ne veut pas avoir dans la réalité. Par exemple, un accident chimique, etc. Mais il faut être honnête, le prix d'entrée, on est autour d'1 million d'euros pour un vrai serious game. Donc il faut avoir une taille économique importante. On parle de minimum de 2000 utilisateurs à former. Mais effectivement, c'est comme si on peut s'offrir le luxe, comme si on formait un pilote ou un chirurgien, où on n'a pas le droit à l'erreur dans son travail. Si on a des métiers comme ça, je recommande fortement l'utilisation de jeux sérieux pour entraîner quelqu'un dans les skills très précis. Alors justement, vous parliez des vendeurs tout à l'heure. Est-ce que pour les vendeurs, ça marche? Alors là, alors ça, c'est une autre question. Et, je suis encore un petit peu indécis, mais j'ai regardé les premiers résultats des premiers projets. Et j'ai regardé un projet à Chambéry, avec l'école de commerce de Chambéry, et les vendeurs chez Renault, où on a fait un pilote. Et dans le pilote, les vendeurs, il y avait deux groupes. Ceux qui faisaient le coaching avec des experts en commerce et en vente, et ceux qui ont utilisé un jeu sérieux avec des avatars, où le client était avatar, lui est avatar, et on suit ce qu'on appelle du branching vidéo, où on suit des scénarios différents avec des clients qui font des objections, comment vendre une voiture, Renault, comment expliquer la voiture. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les résultats au travail de ces commerciaux, ceux qui ont eu l'expérience humaine ont beaucoup mieux réussi dans la réalité, dans la vente. Donc le chiffre de vente était presque 2 fois ceux qui étaient dans le jeu sérieux. Et pour quelle raison? On n'est pas absolument sûr, mais on pense que c'est quelque chose à faire avec l'intelligence émotionnelle et que le jeu sérieux n'adresse pas nécessairement bien cette question.
Donc de faire des simulations des situations ventes, il nous manque quelque chose et il faut beaucoup de recherche. C'est peut-être des phéromones, on ne sait pas trop. Et je sais que Microsoft sont très avancés dans la matière, mais il y a quelque chose qui manque aux côtés de l'intelligence émotionnelle. Quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui songe à mettre en place du e-learning ou à repenser son e-learning? Et en particulier, deux questions un peu touchy. C'est quels sont les pièges à éviter, bien sûr, puisque ça c'est important, et quels sont les risques à gérer en priorité? Voilà. C'est une très très bonne question et là j'apporte beaucoup d'expérience et dans ma carrière j'ai déployé maintenant le e-learning pour environ 2 millions d'utilisateurs et dans tous ces projets j'ai constaté que dans chaque projet il y avait des facteurs de réussite et c'était toujours commun. Il y a 4 facteurs de réussite que j'ai toujours pu constater dans les projets qui ont réussi. Alors je dis cela parce que aussi il y a beaucoup de projets qui ne réussissent pas. On a eu des chiffres assez catastrophiques au début, hein, où 3/4 des utilisateurs ne terminaient pas le cursus, etc. etc. Donc on sait qu'il y avait des problèmes. Hein. Et c'était assez célèbre dans l'e-learning, que ça n'aboutissait pas. Quoi. Alors, ce qui est très très important à savoir, c'est que si on est chef de formation et on veut déployer un projet e-learning, la première chose à faire, c'est de connaître bien et de bien établir avec nos partenaires dans la société les objectifs du projet. Et pour moi, c'est clé que les objectifs ne sont pas accomplir le DIF ou faire la formation parce qu'on est légalement obligé ou parce qu'on a un retour sur nos impôts. Hein. Le but principal doit être relatif à le succès de l'entreprise et doit être un but chiffrable, mesurable, qui concerne l'avenir de l'entreprise. Donc, ce n'est pas la formation pour elle-même, c'est la formation pour obtenir quelque chose amélioré dans les activités de l'entreprise. Pour cela, il faut comprendre bien l'activité de l'entreprise. Donc là, le piège à éviter dans ce cas, c'est, en tant que chef de formation, aller faire quelques entretiens avec les chefs de département. Quels sont vos besoins de formation? Parce qu'ils ne vont pas vous compter les besoins, ni les problèmes, ils vont vous dire les solutions dont ils ont besoin. Ils vont vous dire, j'ai besoin d'une formation communication pour mes chefs de département ou gestion de groupe. Et là, on a besoin de formation informatique sur les programmations. Ils ne remontent pas la source, en fait, de la problématique. Et on n'a pas déterminé quel est le vrai problème. D'accord. Et parfois, la solution, ce n'est pas la formation. Il faut qu'on ait le courage d'affronter ça. Donc ça, c'est le premier piège à éviter, c'est d'avoir déterminé les besoins en termes de solutions. En termes de business, en fait, les besoins business. Il faut que le problème est exprimé comme un problème d'affaires qu'on va résoudre. Augmenter les ventes, par exemple. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, la deuxième clé de réussite et le piège à éviter, c'est de ne pas former tout le monde. Il faut sélectionner le cible. Une cible qui va avoir un impact sur le résultat qu'on veut. Pas former absolument tout le monde, parce que là, on se disperse. Il faut être focalisé. Donc, sélection. Sélectionner le cible et veiller que cette sélection a la capacité de faire le e-learning. Par exemple, ne pas donner l'e-learning les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Troisième piège à éviter, c'est de mesurer ce que moi j'appelle les inputs ou les entrées. Par exemple, la connaissance. Mesurer la connaissance n'est pas une signe de réussite. Je suis tout à fait d'accord. Il faut mesurer l'activité qui est importante, par exemple la vente. Tout à fait. Avant le projet et après le projet, la et qualité, voir le delta. Voilà. Les délais, voilà, tout ça. les choses qu'on veut. Et le quatrième facteur clé, c'est justement si on a établi les mesures, et sachant que les mesures qu'on met en place, c'est ce qu'on aura, ce qu'on mesure, c'est ce qu'on aura. Tout à fait. Si tu le mesures, en ça anglais, deviendra la vérité. What you get. What you measure is what you get. Very important. Et donc, le quatrième clé de réussite dans tous les projets que j'ai vus qui ont bien réussi, c'est que le management ou la direction était bien impliqué dans le processus de mesure. Donc, si vous avez des mesures, des critères, c'est important de créer au moins la perception qu'on fait attention à ces critères-là. C'est pas la peine de dire c'est ça les critères et puis aller faire autre chose. Voilà, il faut les mesurer et le faire savoir. Oui, il faut les mesurer d'une façon très perceptible. Tout à fait. Et que la direction générale, pas la direction de la formation, mais la direction des affaires soit impliquée de façon visible. Et là, même si la qualité de votre e-learning n'est pas au top, si vous n'avez pas les derniers outils ou le meilleur graphique, c'est pas grave. Parce que ça, c'est une des armes les plus importantes, c'est d'avoir la direction qui vous soutient visiblement. Et si eux, ils sont très busy, comme d'habitude, c'est très simple, on les demande de juste être vus en train de mesurer quelque chose. Et de parler de ça, et c'est tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui
cherchent simplement une plateforme de e-learning, de authoring, de choses comme ça, et se disent de toute façon, nous on a les contenus, on sait ce qu'on veut, donnez-nous une plateforme facile à utiliser et on va se débrouiller. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude ? Oui, c'est une attitude très commune de nos jours parce que les outils de création de contenu sont devenus archi faciles à utiliser, très puissants, chouettes et pas chers. Donc on se dit, on peut couper le middleman, comme on dit. Et le middleman, c'était le pédagogue quasiment. C'était la personne qui traduisait l'expertise d'un expert sur une matière en termes de formation. Pédagogique. Voilà. Pédagogique. Et il est vrai, c'est partiellement vrai que les outils de création de contenu qu'on a aujourd'hui entament ce processus de création pédagogique et nous mènent dans le bon sens. Donc je pense que oui, dans certains cas, on peut acheter la plateforme, acheter les outils, avoir nos experts ici et traduire leurs connaissances en module formation. Je pense que c'est possible, mais il faut toujours avoir un standard pédagogique. Et c'est là où on a besoin d'aide. Et c'est là où je pense qu'il faut faire appel à certains experts pour assurer que le contenu soit pédagogique. En fait, c'est pour poser la structure, pour mettre en place, et puis après, l'entreprise peut se débrouiller toute seule. L'entreprise peut débrouiller toute seule pourvu qu'ils sont des experts en pédagogie à disposition. Quand même des experts en pédagogie. Oui. D'accord. Il ne faut jamais perdre de vue ça. C'était l'erreur que l'industrie a fait au départ, parce qu'au départ de l'industrie, c'était beaucoup d'informaticiens qui ont mis la main sur l'e-learning. Parce qu'on a cru que c'était le killer application. Et toute Wall Street a mis sa confiance et beaucoup d'argent au départ. Mais on a fait l'erreur tragique de l'avoir donné aux informaticiens. Et la pédagogie était perdue dans le lot. Et c'est seulement de nos jours qu'on a passé du IT-centered à learner-centric. Donc on est learner-centric, on est centré sur l'apprentissage et l'apprenant. Centré sur l'apprenant. Si on a cette attitude, je pense que oui, on peut acheter des plateformes, on peut acheter des outils, et pourvu qu'on a quelqu'un qui veille sur le fait qu'on est centré sur l'apprenant, ça peut marcher, oui. Et ces experts en pédagogie, ou en stratégie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de stratégie dans ce que tu disais tout à l'heure, ils sont où ? Ils ne sont pas nécessairement dans l'entreprise. Je pense que c'est là où il faut faire appel à les tierces parties qui sont des experts que vous engagez pour la durée du projet. D'accord, et qui sont présents sur le salon, qui sont repérables sur le marché. Comme Next Modernity, par exemple. Mais d'autres, effectivement. Tout à fait. Il y a un marché. Je conseille fortement de voir les fournisseurs, ceux qui ont exposé sur la e-learning forum. Les providers. Ils ont souvent des experts qui ont beaucoup d'expérience et vous pouvez bénéficier de fruits de cette expérience. C'est pas quelqu'un que vous avez besoin d'avoir à bord tout le temps, mais pour bien mettre le projet sur les bonnes rails, pour la stratégie et ensuite pour la pédagogie. Vous avez dit tout à l'heure qu'une des principales raisons des échecs des stratégies e-learning, des projets e-learning, c'était le manque de motivation des apprenants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, dans le début du e-learning, on a eu des taux d'abandon très élevés. Entre 70 et 80% d'utilisateurs qui ne terminaient pas le cursus. Au début, les problèmes de motivation étaient dus à la qualité du contenu, le fait qu'au début on présentait les choses un petit peu comme un livre online et pas avec un processus pédagogique, on n'était pas centré sur l'apprenant. Bon, on a maintenant réglé une grande partie de ces problèmes et on voit qu'avec les outils d'aujourd'hui, la pédagogie est vraiment très importante et c'est central. Mais je vous le dis que j'ai vu dernièrement d'autres choses qu'on peut faire pour motiver les apprenants et pour vraiment les engager. Et il y a une recherche qui sort des États-Unis tout récemment, le 20 janvier. C'est qu'on a découvert que les étudiants qui prenaient les tests apprenaient plus que ceux qui suivaient le contenu. Et on a découvert que si quelqu'un fait un test de leur connaissance avant de suivre le parcours, ça lui motive beaucoup parce qu'il apprend à savoir ce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que si on ne passe que les tests ou que le contenu, c'est mieux de passer que les tests. Exact. Si on avait le choix entre l'un ou l'autre, il faut faire le test. Intéressant. Et cette recherche qui a été faite aux États-Unis, ça explose un petit peu le mythe. Oui. Et effectivement, les gens qui ont pris les tests retenaient beaucoup plus à la long terme que ceux qui ont suivi le contenu. D'accord. Mais aussi, on sait que ceux qui prennent les tests à l'entrée d'un parcours de formation ont beaucoup plus de motivation de rester juste à la fin. Parce qu'en faisant le test, ils ont vu ce qu'ils ne savent pas. Et maintenant, ils savent pourquoi ils vont faire. D'accord, ils ont des jalons, ils savent pourquoi ils vont. Donc, un conseil que j'ai aujourd'hui, c'est nouveau, c'est des informations nouvelles, c'est radical, mais mon conseil à la profession, c'est d'effectivement penser aux tests. Mettez les tests au début, pas seulement à la fin. En fait, ce sont
ce sont moins des tests de contrôle et plus des tests de motivation. C'est les tests de motivation. D'accord. C'est pour l'apprenant. C'est centré sur l'apprenant. C'est pour aider l'apprenant à savoir ce qu'il ne sait pas et pourquoi il va suivre le module. D'accord, très très intéressant. Ouais, Merci. c'est bien. Merci Saleh.